La drépanocytose est une maladie héréditaire de l'hémoglobine qui touche près de 50 millions de personnes. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue au monde. Présente en majorité en Afrique subsaharienne, on la retrouve également en Inde ou encore au Moyen-Orient. Malgré ces chiffres élevés, elle reste sous-estimée par les gouvernements des pays concernés et les instances internationales. C'est une maladie des globules rouges, en particulier de l'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges et qui est donc une anomalie qui fait que les personnes qui présentent ça dans une forme donc héritée des deux parents, parce que c'est une maladie héréditaire et donc à l'état dit homozygote, héritée des deux parents, ont une maladie grave qui s'accompagne d'anémie toute leur vie durant, qui s'accompagne de crises de douleur des os, du ventre ou d'autres parties du corps et qui s'accompagne également de dommages organiques progressifs avec le temps, avec un taux de mortalité extrêmement élevé. La principauté intervient sur la thématique de la lutte contre la drépanocytose depuis 2008. En 2013, la direction de la coopération internationale crée le réseau drépanocytose qui vise à renforcer les partenariats entre professionnels de santé et associations sur le terrain. Depuis 2013, il y a eu tout un chemin qui a été accompli par ces associations, par les médecins experts. Et là, cette semaine, on a vu vraiment les choses évoluer. Il y a vraiment un esprit de réseau qui se met en place, à la fois du côté des médecins experts de cette maladie, qui là ont travaillé toute cette semaine sur la mise en place d'un guide de prise en charge de cette maladie qu'ils ont envie de standardiser, chacun a le sien pour dire les choses rapidement. Et donc là l'idée c'est de mettre ensemble toutes ces énergies pour faire progresser ce guide et qu'ils permettent de faire des formations dans les pays. Et sur la partie association de patients, ils ont également fait un groupe de travail pour leur permettre de travailler sur des plans d'action et voir dans quelle mesure ils allaient pouvoir mettre des actions en place. Notamment, il y a une action que j'aimerais citer. Ça fait 10 ans que cette maladie a été reconnue par l'Assemblée générale de l'OMS. Et malheureusement, il n'y a finalement que peu de choses qui se sont faites. Et là, ils ont travaillé sur un courrier qu'ils vont adresser à leur ministre de la Santé pour justement essayer de les sensibiliser et d'obtenir des avancées. Des représentants du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Sénégal et de Madagascar ont participé à cette réunion. Ils ont donc pu avancer sur la réalisation de ce guide de prise en charge des patients drépanocytaires, mais également sur le plan d'action du réseau pour l'année à venir. Dans certains pays, la maladie est reconnue par l'État, comme au Sénégal. Ça peut donner des idées à d'autres pays d'essayer de faire des actions vis-à-vis de leur gouvernement pour leur permettre d'agir. Il existe par exemple au Burkina Faso un numéro vert qui est mis en place par les associations pour que les patients en difficulté puissent appeler et avoir un premier niveau de réponse, ne serait-ce qu'une écoute. Cette expérience peut donner l'idée à d'autres pays de se dire mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça ? Au Niger, il y a par exemple une mécanique de microcrédit pour permettre aux drépanocytaires de créer, donc qu'on a mis en place, on a travaillé avec eux et on a financé pour que les drépanocytaires puissent générer une petite activité. On leur prête de l'argent, vous imaginez bien que les banques ne se précipitent pas pour leur prêter de l'argent, donc pour qu'ils puissent développer leur activité et leur permettre de vivre, d'assurer leurs soins. Et les moments très difficiles qu'ils passent. Aux côtés des médecins étaient présents également des membres d'associations qui travaillent au quotidien sur le terrain avec les familles et les malades. Psychologiquement, les parents et les enfants drépanocytaires sont complètement à plat parce que c'est une maladie qui coûte cher. Il se pourrait que la crise survienne à un moment où peut-être le parent n'a même pas le moyen de transport, les taxis sont arrêtés, ou alors il n'y a même pas d'argent dans la famille. Tout le problème est là. Donc, ce qui veut dire le parent se culpabilise d'avoir transmis la maladie à son enfant et le malade se culpabilise de provoquer une sécheresse financière dans la famille. Au cours des dernières années, une prise de conscience s'est développée, notamment auprès de la communauté scientifique, ce qui a permis de faire avancer la recherche sur les traitements de cette maladie héréditaire. On n'a pas encore un moyen de guérir des maladies génétiques. Il y a de bonnes perspectives avec la thérapie génique, avec la greffe de moelle. On arrive à guérir quelques patients, mais on ne peut pas, disons, guérir un nombre trop important par rapport à la dimension
épidémique de la maladie. Donc les traitements sont essentiellement palliatifs, mais c'est des traitements très efficaces. Il y a des traitements préventifs qui permettent de diminuer la fréquence des manifestations, de diminuer la fréquence des complications, mais également des traitements curatifs qui permettent de prendre en charge tôt et efficacement les complications. Si bien que l'espérance de vie de la maladie, qui il y a 20 ans était considérée comme ne dépassant pas l'adolescence, est devenue une espérance de vie autour de 50 ans, voire même 60 ans dans les pays où une bonne prise en charge est organisée. Prochain objectif pour le réseau, sensibiliser les gouvernements et les instances internationales afin d'obtenir une reconnaissance de la maladie comme priorité de santé publique et disposer des moyens de lutte au même titre que le VIH, la tuberculose ou encore le paludisme.